Le débat de ce Smart Impact consacré à la décarbonation du numérique. Pierre Pacaud, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le cofondateur de Télécope. Hugues Ferbeuf, bonjour. Bienvenue à vous aussi. Bonjour. Vous êtes chef de projet au Shift Project. On présente rapidement Télécope. Oui, bonjour. Alors Télécope, c'est le premier opérateur télécom coopératif en France, engagé dans la transition écologique et sociale. Concrètement, on propose des forfaits mobiles aux particuliers et aux professionnels pour les accompagner dans une prise en compte des impacts négatifs et matériels du numérique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, parce qu'on a toujours l'impression que c'est virtuel quand on parle du numérique, mais les impacts sont réels, on va évidemment l'expliquer. Le Shift Project, on a déjà reçu plusieurs représentants du Shift Project ici, vous nous rappelez en quelques mots de quoi il s'agit ? Oui, alors le Shift Project, en deux mots, c'est à la fois donc, une association loi 1901 sans but lucratif, et c'est un think tank et il se veut être le think tank de la transition vers une économie décarbonée, donc qui a été créé il y a une douzaine d'années par Jean-Marc Jancovici, bien connu. Et donc notre travail consiste à étudier comment se présente cette transition aux différents secteurs économiques et ensuite à faire part de nos conclusions et recommandations aux décideurs politiques et économiques. Alors on peut commencer par le constat. L'empreinte carbone du numérique, ça représente quoi aujourd'hui, Hugues Ferbeuf ? Alors, l'empreinte carbone du numérique, aujourd'hui, il y a un quasi-consensus pour la chiffrer entre 3 et 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et il se trouve qu'en France, il y a une étude récente de l'ADEME qui vient de paraître, on est également à peu près sur le même ratio, puisqu'on est à 4,4% des émissions carbone de la France en termes d'empreinte. Donc, pas seulement les émissions issues du ciel national, mais également ce qu'on achète et ce que l'on fait émettre à l'étranger. Et est-ce que, Pierre Pacaud, la croissance, je l'imagine, mais elle est significative de cette empreinte carbone du numérique ? Oui, tout à fait. Et c'est ça aussi qui nous a fait cofonder avec Marion Greffly en 2020 Télécope. C'est l'état des lieux actuel qui vient d'être donné, c'est 4%. Et en fait, ça pourrait être amené à doubler à horizon 2025 à l'époque, on disait. D'accord. En ce qui concerne la consommation électrique en France, c'est 10% aujourd'hui, d'après un peu les derniers chiffres de l'ADEME, et ça pourrait être amené à être multiplié par 3 à horizon 2050. Donc c'est des ordres de grandeur qui sont tels qu'il fallait agir et proposer des outils concrets pour essayer d'agir dessus quand même. Est-ce que déjà, on peut se poser la question de nos comportements, nous, citoyens et consommateurs, c'est la conséquence de nos usages, tout simplement, Pierre Pacaud ? Alors, c'est important de redonner aussi un autre chiffre. Effectivement, il y a dans l'usage du matériel qui va consommer des ressources au niveau des réseaux, des data centers également, mais il y a aussi surtout la fabrication des équipements. Et 80% de l'impact, aujourd'hui, il est quand même dans la fabrication du matériel. Donc, allonger la durée de vie de nos smartphones, c'est essentiel. Et c'est un des enjeux sur lesquels on travaille beaucoup avec les particuliers, parce qu'aujourd'hui, la durée de vie d'un téléphone, d'un smartphone en France, c'est autour de 2 ans et demi. Et nous, le défi qu'on s'est donné, c'est de l'allonger à 5 ans. Voilà. Hugues Ferbeuf, il y a des usages, il y a effectivement le bilan de la fabrication des smartphones ou des tablettes qu'on utilise. Est-ce que quand même il y a, et donc une croissance importante, ça c'est le constat, est-ce que quand même dans la fabrication, il y a une amélioration du bilan carbone des téléphones ou des tablettes qu'on achète et qu'est-ce qu'elle compense par rapport à la croissance ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Alors, je veux dire oui et non. Oui, au sens où il y a des progrès technologiques qui font que si on fabrique la même chose 2 ans plus tard, on sait normalement le fabriquer en utilisant moins d'énergie et en émettant moins d'émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est d'où vient le nom. Le problème vient du fait qu'on ne fabrique pas la même chose. Et qu'en fait, ce qu'on va désigner comme, je dirais, équipement standard, va évoluer lui aussi à travers le temps. Et il évolue vers plus de performance et plus de fonctionnalité. Et du coup, l'équipement standard que l'on va fabriquer 2 ans plus tard, eh bien, malgré ces gains d'efficacité apportés par la technologie, il va se révéler, en fait,
plus énergivore, au moins en termes de fabrication, et plus émetteur de gaz à effet de serre. Ouais, effectivement. Et c'est aussi le secteur qui s'est construit sur le fait de remplacer un smartphone par un autre, ou voilà, sur ce progrès permanent, plus ou moins vrai d'ailleurs, des performances des outils, et puisqu'on est toujours dans la recherche du plus, et l'intelligence artificielle qui est arrivée et qui se développe, l'intelligence artificielle générative. Pierre Pacaud, qu'est-ce que ça change, là aussi, sur l'impact carbone du secteur ? En fait, tous ces sujets-là, c'est des sujets d'outils. Ouais. On va technologiquement développer des nouveaux outils. Alors nous, on a beaucoup travaillé sur, par exemple, le passage de la 4G à la 5G, nouvelle vitesse. Hugues en a parlé, il y a un effet rebond finalement. On vient mettre en place une dynamique d'obsolescence marketing où on va dire aux consommateurs: ah, vous n'avez pas la 5G sur votre téléphone, mais c'est catastrophique, il vous faut changer de matériel. Je dis précédemment que le matériel, c'était une grande partie de l'impact. Donc c'est important de créer, pour un opérateur télécom comme nous engagé, des mécaniques contraires à ça, qui vont dans l'autre sens, qui vont dire le numérique est une ressource limitée, il faut l'utiliser de manière juste, de manière raisonnée, en fonction d'un besoin réel. Et c'est là où le lien avec l'IA est fait. Il y a de plus en plus de Ce n'est qu'un outil. Oui, mais qui se disent: ah là, maintenant, je ne peux plus m'en passer. Ce n'est qu'un outil. Et à quoi sert-il ? On peut prendre l'image du clou et du marteau, et effectivement, on peut enfoncer un clou avec un tank. Mais on va consommer un certain nombre de ressources en eau, en énergie, en pétrole, qui sont associées à cet usage-là et qui n'est pas forcément nécessaire. Probablement, je prends l'exemple j'écris une biographie sur Victor Hugo. La meilleure source d'information, c'est probablement une simple recherche sur Wikipédia, qui dispose d'un très grand nombre d'informations déjà co-construites de manière coopérative. Aller faire la même recherche sur une IA générative va avoir un impact de ressources beaucoup plus important pour un résultat pas forcément meilleur. Et dans nos usages des réseaux sociaux, par exemple, est-ce que l'utilisation de l'IA générative, ça va créer, alors effectivement, peut-être par exemple plus de vidéos, et donc plus de data centers qui tournent, plus de consommation d'électricité, etc., etc. On voit bien l'effet domino. Ouais. Je reprends votre... alors, je ne sais pas si c'était une comparaison, mais votre mention de la vidéo, en fait. Du point de vue de l'impact environnemental, l'IA générative va jouer un petit peu le même rôle que les usages vidéo il y a quelques années. C'est-à-dire que lorsqu'on a commencé à mettre en place des réseaux sociaux, pour se concentrer là-dessus, on communiquait essentiellement par texte, éventuellement par photo. Et puis on s'est mis à communiquer par vidéo, donc à partager des vidéos. Et puis, quand on regarde aujourd'hui de quoi est constitué l'usage des réseaux sociaux, c'est essentiellement des usages vidéo. Et qui se déclenchent d'ailleurs automatiquement, même si on n'a pas envie de les regarder. Et ce sont plutôt des vidéos courtes. D'ailleurs, là, je ne parle pas de Netflix ou ça, mais je parle vraiment des vidéos qui sont partagées et qui sont souvent postées donc, par les utilisateurs de réseaux sociaux. Et en fait, quand on regarde comment augmenter l'empreinte du numérique ces dernières années, c'est essentiellement à cause de la diffusion des usages vidéo, diffusion accélérée, et également augmentation de la qualité des vidéos, donc de la richesse des données utilisées, donc du trafic. L'IA va donner encore un coup d'accélérateur à cette tendance, puisque là, pour générer une vidéo, on n'aura même plus besoin de trouver une situation réelle que l'on va filmer, mais on va pouvoir générer une situation sur vidéo qui aura l'apparence de la réalité, mais qui sera en fait totalement virtuelle. Et on va pouvoir faire ça très facilement, j'allais dire en 2 coups de cuillère à peau, en s'appuyant sur un outil d'intelligence artificielle générative qui va de petit à petit être embarqué en fait dans l'outillage mis à disposition des utilisateurs par les réseaux sociaux. Il y a un dernier thème dont je voudrais parler, sont les constellations de satellites, notamment en orbite basse. Évidemment, ça nous ramène à Starlink, qui est quasiment monopolistique, l'entreprise de Musk. Bon, ça nous permet quoi? Un Internet à haut débit. Alors je voyais que la SNCF ou Air France se disent: ah, tiens, on va s'abonner pour donner un service supplémentaire à nos clients. C'est un peu la même question que pour les autres usages. Est-ce qu'on en a vraiment besoin, Pierre Pacaud?
En France, on a la chance d'avoir l'ARCEP, qui est l'organisme de régulation des télécoms, qui a fixé un certain nombre d'objectifs en termes de couverture du territoire, et notamment pour lutter contre les fameuses zones blanches. Oui. Il se trouve que les progrès sont énormes. Aujourd'hui, les derniers rapports, je n'ai pas le chiffre, mais on est sur des infimes portions qui restent, qui sont encore dans des zones blanches. Et en termes d'impact énergétique, c'est évident qu'un réseau physique qui a déjà été déployé, qui est utilisé par une grande majorité des Français, sera beaucoup plus efficace et économe en termes d'impact qu'un réseau satellitaire qu'il faut maintenir, remplacer. Je ne parle même pas de la pollution visuelle que ça génère. Enfin, en tout cas, on peut dire ça à ce stade. Utilisons les réseaux existants. La 4G, c'est un réseau qui est déployé quasiment pour tous les Français aujourd'hui. Et nous, c'est ça qu'on amène, vers lequel on amène nos abonnés. Gardez aussi vos appareils, vos terminaux, tant qu'ils fonctionnent. On peut allonger la durée de vie. Il y a des mécaniques et des façons pour les garder 5 ans et plus. C'est vraiment là-dessus qu'on souhaite mettre l'accent. Et on a fait passer le message. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.